Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue à cette matinée entreprise responsable des paroles aux actes. Je m'appelle Cécile Desjardins. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. On va rentrer dans le détail de certains exemples. On va voir comment est-ce que les entreprises mettent en place leur politique de responsabilité aujourd'hui. Alors, Maud Godric, qui interviendra un peu plus tard, me faisait remarquer qu'on parle beaucoup aujourd'hui de l'angoisse écologique des jeunes, qu'on oublie souvent de parler de l'angoisse écologique, j'ai même envie de dire de l'anxiété climatique des dirigeants d'entreprise. Beaucoup sont conscients des enjeux, conscients du risque qu'il y a à ne rien faire, mais beaucoup également ne savent pas très bien comment s'y prendre, par quoi commencer, comment modifier sa stratégie pour devenir plus responsable. Alors on est réunis pour 1h30 environ. On verra ce qu'est une entreprise responsable, très concrètement, et surtout comment avancer dans la responsabilité, quels sont les sujets importants, comment s'y prendre pour les aborder, quelles sont les difficultés de la démarche. Alors, j'ai dit, on est réunis pour environ 1h30, ça veut dire que les débats termineront vers 10h30. En revanche, après, ceux qui ont envie un peu de s'amuser, on vous proposera une petite demi-heure de speed dating. Alors, je vous expliquerai, on a préparé ça, je vous expliquerai tout à l'heure comment ça va marcher. Pour commencer, je suis très heureuse d'accueillir Alexandre Laurier. Alexandre, tu es directeur général en charge de l'international au sein du groupe SOS. Viens donc, il y a un micro qui est là. Alors, Alexandre, je crois qu'il est allumé. Ça marche. Ça marche. La responsabilité et l'impact sont ton quotidien. Je vais te laisser te présenter le groupe SOS. Et j'aime bien être taquine. Avant de nous donner tes 3 règles pour devenir responsable, pour passer des paroles aux actes, j'aimerais que tu nous expliques aussi pourquoi tu n'aimes pas le terme de RSE. Alexandre. Oui, le mec qui plombe l'ambiance dès le début. Bonjour à tous, je suis Alexandre Laurier, je dirige l'international et le conseil au groupe SOS. Personne ne sait ce que c'est, donc j'expliquerai ce que c'est tout à l'heure, le groupe SOS. J'ai une relation ambiguë avec le concept de responsabilité des entreprises, parce que je le trouve un peu anachronique, pour être transparent, parce que c'est un pléonasme à mes yeux. C'est très facile de penser ça quand on bosse au groupe SOS, je vous expliquerai pourquoi, mais c'est un pléonasme parce que toute entreprise a un impact sur le monde qui l'entoure, et le fait de considérer que c'est une chose nouvelle à étudier ou à prendre en charge me semble un peu une anomalie. Toute organisation, quelle qu'elle soit, a un impact vis-à-vis de ses clients, de ses usagers, par son produit, son service, de ses salariés, de ses fournisseurs, du territoire sur lequel elle opère, des ressources qu'elle utilise, des ressources qu'elle renvoie. Et donc, par définition, toute entreprise a une responsabilité. Après, on peut se poser la question de si elle est efficace ou efficiente dans sa manière d'être positive ou négative dans l'expression de sa responsabilité. Ça, c'est une deuxième question. Mais je considère que c'est un pléonasme parce que on ne peut pas dissocier la responsabilité qu'a une organisation sur ses équipes, sur ses clients ou sur ses fournisseurs de son activité propre. C'est pas, pour reprendre une métaphore que j'aime bien, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau tout entier, en fait, la responsabilité d'une entreprise. Et ce qui relève de l'anomalie ou de la nouveauté, c'est plutôt d'avoir décorrélé à ce point-là la performance financière des performances sociales et environnementales des organisations. Maintenant que j'ai dit ça, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, et moi j'ai observé 3 mutations dans la manière qu'ont les organisations de se sentir responsables. Le premier progrès, déjà, c'est de se dire les entreprises ont une responsabilité, et donc on s'est mis à inventer des départements RSE ou mettre dans les fiches de poste, dans les KPI de collaborateurs, la question de la RSE. Et souvent, on a collé ça dans le département communication, parfois dans le département affaires publiques, parfois dans le bras philanthropique, quand il y a une fondation qui est associée à l'entreprise. Et donc, c'était déjà une grande victoire, à savoir les entreprises ont une responsabilité, il y a quelqu'un qui s'en occupe dans l'organisation. C'est déjà pas mal. La deuxième mutation, qui est en cours en ce moment, je ne sais pas si vous l'observez aussi, c'est que ça n'est plus l'affaire du DIRCOM et que ça devient de plus en plus l'affaire du DAF. Il y en a peut-être parmi vous, ici, je vois des têtes qui acquiescent.
C'est de plus en plus l'affaire du DAF, la responsabilité des entreprises. Et il y a deux raisons qui l'expliquent, je pense. La première, c'est que les DAF, ils aiment les chiffres. Et que la responsabilité, déjà, une fois qu'on l'a identifiée, on veut la quantifier. Une fois qu'on l'a quantifiée, on veut l'améliorer. Et souvent, ça se transforme en chiffres. Et donc, ceux qui sont en charge de la performance financière deviennent de plus en plus en charge de la performance extra-financière. Et donc, comptables d'une comptabilité qui n'est pas que financière, mais qui se mesure en tonnes de CO2 émises, en nombre de salariés, en contrats d'insertion, tout type d'indicateurs sociaux et environnementaux. La deuxième raison pour laquelle les DAF s'y collent, c'est que ça implique par nature des tonnes d'arbitrage financier. Une fois qu'on a quantifié, on a fait son bilan carbone, on a quantifié le nombre de tonnes de CO2 qu'on émet par notre production, la question d'après, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? On le compense et on le réduit. Quand on le compense, on se dit, OK, quel est le prix de la tonne de carbone? Je ne sais pas si beaucoup parmi vous ont fait cet exercice-là, mais puisqu'il n'y a pas forcément de règles ou de lois contraignantes en la matière, le DAF, qui est en charge de sa performance extra-financière, donc de ses émissions de CO2, il est obligé de se dire, OK, j'ai un nombre de tonnes, mais combien d'euros ça coûte à la planète d'émettre ces tonnes de CO2? Et donc, combien d'euros je dois internaliser dans ma structure de coûts pour confier à des structures, des projets de reforestation, pour séquestrer le carbone que j'émets, et surtout pour moi en interne, essayer d'être plus sobre et de réduire mes émissions. Donc deux bonnes raisons pour lesquelles les DAF s'occupent de plus en plus de RSE, et c'est une bonne chose. Et la troisième mutation que j'observe, et j'ai l'impression qu'elle met un peu plus de temps à se mettre en place, c'est que si c'est plus l'affaire des DIRCOM ou des DAF, ça devient l'affaire des DG. Ça devient l'affaire des DG parce que si on considère que la responsabilité des entreprises, c'est un pléonasme, alors on ne peut plus décorréler la performance sociale, environnementale de la performance financière. Et donc dans les arbitrages de stratégie de l'entreprise, la maximisation de la performance sociale et écologique est prise en compte. Et je suis très à l'aise de le dire parce qu'au groupe SOS, ça fait 40 ans que la responsabilité, c'est l'affaire des DG. Le groupe SOS, par définition, a la responsabilité dans sa raison d'être. On est né il y a 40 ans pour prendre la responsabilité du fragile, pour prendre une formule d'un philosophe. La responsabilité du fragile, dans les années 80, c'était inventer des dispositifs pour des personnes souffrant d'addiction, puis de VIH-Sida. Et petit à petit, ce petit groupe associatif s'est mis à développer des dispositifs de lutte contre toutes les exclusions, donc dans le champ du handicap, des seniors avec des maisons de retraite solidaires, dans le champ de la petite enfance avec aussi bien des crèches inclusives que des centres de protection judiciaire de la jeunesse ou d'aide sociale à l'enfance. Et puis en fait, au bout d'un moment, beaucoup plus largement que dans le champ médico-social ou associatif, par exemple un traiteur de luxe, pas très loin d'ici, sur les Champs-Élysées, au pavillon Élysée, personne ne le sait, mais c'est une entreprise d'insertion du groupe SOS. Et donc c'est des plus beaux événements que vous pouvez organiser, mais en fait, dans le laboratoire du traiteur, c'est des centaines d'emplois en insertion pour les personnes qui étaient le plus éloignées de l'emploi, qui retrouvent un job, une formation et un accompagnement vers le marché du travail classique. C'est le cas de cinéma solidaire, c'est le cas de chantier de dépollution. Et en fait, petit à petit, le groupe SOS s'est mis à avoir un impact de plus en plus systémique, notamment dans 40 pays, un travail d'ONG d'accompagnement, et par du conseil et une activité de think tank par l'Impact Tank en France. Tu voulais intervenir? Non? Je voulais te rappeler que tu as un timer. Oui. Ok. Et tu allais arriver à tes conseils, à tes 3 règles. Exactement. C'est pour ça que je te... Mais super. Parce que je bosse au groupe SOS, parce qu'en tant que DG, je suis comptable de la responsabilité de mon entreprise par nature, par définition, parce que j'ai pas d'actionnaire, parce que ma maison mère est associative, donc 100% de mes profits sont réinvestis. Mon indicateur de performance, c'est ma responsabilité, c'est l'impact que j'ai pour les autres et la planète. Il y a 3 leviers que j'identifie. Après, c'est pas des règles, je donne de règles à personne, tout le monde fait sa vie. En tout cas, moi, ça me rend plus heureux, ça va rendre mes équipes plus heureuses, de réfléchir à maximiser l'impact social et environnemental. La première piste que vous pouvez creuser, c'est le dividende sociétal. Il y a quelques semaines, il y a eu les annonces de la Maïf, du Crédit Mutuel. Il y a quelques mois, il y a eu l'annonce de Patagonia. C'était à la une de tous les magazines. Le fondateur qui cède la totalité du capital à une fondation de protection de l'environnement. Mais en fait, il y a plein de boîtes
qui le font. Rolex est détenu à 100% par une fondation. Donc par définition, 100% des dividendes de Rolex sont réinvestis par une fondation qui, en plus, est très très précise, c'est l'action sociale dans le canton de Genève. Alors je peux vous dire qu'ils ont des super services associatifs. Et c'est le cas de Velux, de Bosch, de Playmobil. Enfin, c'est pas un concept très ancien. Et c'est très vertueux, mais ça pose une limite. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a généré des profits, qu'est-ce qu'on en fait? On distribue des dividendes. Et là, on se dit, bon, on va les distribuer aux bonnes œuvres ou, dans le cas du dividende salarial, aux équipes. Mais il y a un deuxième axe, pour reprendre les trois, à creuser, c'est, avant même de générer du profit, de se demander comment distribuer des dividendes, comment j'opère ma boîte. Parce que si on redistribue à une asso pour séquestrer du carbone, mais qu'on émet 3 fois plus de carbone dans nos process de production, il y a peut-être un petit pépin et une question à se poser. Et donc, revenus moins dépenses égale profit, il faut creuser donc son compte de résultat et regarder peut-être qu'il y a des externalités qu'on n'a pas internalisées. Parfois, c'est obligatoire. Il y a des lois de pollueur-payeur. Vous fabriquez des emballages, vous devez internaliser le coût futur du recyclage en payant une taxe et qui sera redistribuée à ceux qui vont recycler. C'est le cas pour les habits aussi. Il y a plein d'entreprises d'insertion comme le Relais qui récupèrent les habits que vous n'utilisez pas, notamment parce que dans le prix de vente se retrouve cette taxe qui a été internalisée dans la structure de coût. Donc on a essayé par la loi de faire apparaître dans les coûts de l'entreprise le coût auparavant qui n'était pas en euros, mais qui était un coût en CO2 pour la planète, en pollution, en impact sur la biodiversité, en impact sur un territoire, etc. Le troisième sujet qui me semble un peu plus important, et peut-être qui a un effet, parce qu'il a un effet démultiplicateur pour vous, c'est de passer par vos collaborateurs. Dans l'opinion, d'ailleurs, il y avait un sondage au Doxa qui expliquait que 1/4 de vos salariés sont prêts à démissionner pour rejoindre une entreprise plus alignée avec leurs valeurs. On peut se dire, bon, ils sont prêts, mais ils ne le font pas. Moi, en tout cas, je peux vous dire qu'au groupe SOS, chaque semaine, on reçoit des centaines de CV de personnes qui ont envie de rejoindre une aventure un peu plus sociale et solidaire. Et c'est parfois une erreur de leur part, parce que dans le même sondage, on apprend que la moitié de vos salariés ne savent même pas quelles sont vos actions en matière de RSE. Donc, ils ne sont pas contents, mais en fait, c'est une raison d'asymétrie d'information plus que de mauvaise performance. Donc, le fait d'inclure vos salariés le plus possible dans vos projets de RSE, c'est important parce que, comme je l'ai dit, la responsabilité de l'entreprise, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau. Donc, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, tout le monde prend sa part du gâteau. Et à chaque échelon de l'entreprise, chacun a le pouvoir de travailler son impact et de prendre sa part à la responsabilité de l'entreprise. Donc moi, c'est ce à quoi j'appelle aujourd'hui. Merci beaucoup, Alexandre. J'avais juste peut-être une dernière... On doit tous agir personnellement? Oui. On a tous une part de gâteau dans la main. Et si on prend l'exemple individuel, donc c'est le cas dans votre entreprise, mais vous individuellement, par exemple, parmi vous, qui a déjà fait son petit bilan carbone personnel? Waouh. On est une bonne salle, hein. C'est le sujet. Pas mal. C'est quoi, 50%, 60%? Facile, ouais. Bon. Qu'est-ce que ça nous apprend? Déjà, on a identifié une externalité qu'on a sur le monde. 2, on la quantifie. Et si on ne fait pas ces 2 étapes, on ne peut certainement pas progresser. Donc, soit se demander s'il faut séquestrer ce carbone, le réduire, le compenser. Et donc, peut-être mon petit conseil, ce serait que pour les 40% qui n'ont pas levé la main, ça prend 5 minutes sur Internet, vous faites votre bilan carbone, et là, vous prendrez mesure de la responsabilité qui est la vôtre à l'échelle individuelle, comme c'est le cas pour les entreprises. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. C'est déjà un premier défi qui nous a été lancé là, individuellement. Je suis très heureuse maintenant d'accueillir Philippe Fardel, qui est CEO de Mousseline. Bienvenue Philippe. Et Caroline Missica, directeur des affaires publiques de la communication et de la RSE de Heineken France. Bienvenue. On peut applaudir, tout à fait. Je vous confie. C'est très bien. Je pensais que vous alliez rester debout, mais ça me va très bien. Au contraire, asseyez-vous. Je me rapproche, ça me va très bien.
J'allais dire que je vous ai lancé un défi, vous aussi. L'idée, c'est en 20 minutes, 5 questions croisées, nous expliquer ce que vous faites, vos politiques. Alors, on va commencer, ça compte pas dans les 5 questions, un petit mot sur vos structures respectives, Caroline. Alors, je conseille de coller le micro. Normalement, il est allumé. Il faut le coller. Voilà. Ouais. Bonjour à tous. Heineken, c'est à la fois en France le premier des brasseurs et le premier des distributeurs. On a à peu près 3500 salariés en France, réunis sur nos sites de production, 72 entrepôts France Boisson répartis sur tout le territoire. Côté brasseur, c'est la production et la commercialisation de marques de bière qui j'espère sont vos préférés, évidemment Heineken, mais aussi Desperados, Affligem, Pelfort, un portefeuille très varié. Et côté distribution, on a l'activité France Boisson et un seul chiffre pour résumer notre activité. Un café, hôtel, restaurant en France sur 4 est livré par France Boisson. Et donc j'espère que c'est probablement votre café, votre hôtel ou votre restaurant préféré que nous livrons en boissons de toutes sortes. Voilà. Philippe, quand il y a de la purée mousseline, vous nous donnez un mot ? Oui, je ne vais pas vous chanter la chanson, mais tout le monde l'a en tête. Alors mousseline, en un mot, d'abord, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais Mousseline a appartenu pendant 59 ans et demi à Nestlé. Et depuis début octobre, un fonds qui s'appelle FNB, qui est un fonds à mission d'ailleurs, donc c'est intéressant dans ce cadre-là aussi. Et moi-même et certaines personnes salariées de l'entreprise, nous avons racheté à Nestlé la société Mousseline. C'est 80 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. C'est un peu moins de 200 salariés et bien évidemment leader en Europe sur le marché de la purée déshydratée. Alors, on va voir que vous avez des points communs, des différences. Le fait est que vous êtes tous les deux de l'agro, mais c'était pas un souhait à la base. Et je pense que on va voir que vos messages, en fait, se portent beaucoup plus large, c'est pas sectoriel. Alors, première question, quels sont vos 3 premiers enjeux, les 3 choses très importantes, l'un et l'autre, quand on parle responsabilité? Alors, je commence. Alors nos enjeux, ils s'inscrivent déjà, et je pense que c'est important de l'avoir en tête. Pour nous, la trajectoire, elle est très claire. C'est les accords de Paris qui l'ont définie. Et sur cette base, on a une stratégie RSE. Et je reviendrai aussi, comme Alexandre, sur ce que je pense du mot RSE et de ce qu'il veut dire. Mais notre stratégie, c'est de brasser un monde meilleur. Donc de contribuer à notre niveau, à améliorer le monde et les territoires sur lesquels on opère. Et en France, pour vous répondre précisément, nos 3 gros enjeux, ils sont, je pense, très proches de ceux de Philippe. C'est la décarbonation de toutes nos activités, la réduction de notre consommation en eau, c'est le sujet du moment d'ailleurs. Je crois que le président de la République va faire des annonces sur le sujet aujourd'hui, et la promotion d'une consommation responsable. C'est essentiel. Et pour l'illustrer, sur la partie décarbonation notamment, ça veut dire réinventer sans cesse nos manières de produire, de distribuer nos produits pour réduire de manière durable et responsable et continue surtout notre empreinte carbone et notre empreinte sur les territoires qui nous entourent. Et on a un objectif assez clair de ce point de vue-là. On doit atteindre 0 émission nette de carbone d'ici 2030 pour la production et 2040 pour l'ensemble de la chaîne de valeur. Ça veut dire qu'à notre niveau, la filiale française doit contribuer. Et on parle de 0 émission nette, c'est très important. On ne veut pas compenser, on veut réduire durablement notre empreinte. Philippe, chez vous, les 3 enjeux? Alors nous, on est une PME, on est implanté dans un territoire fort, c'est la Picardie, c'est là que nos pommes de terre poussent. Le premier enjeu, il est local, il est justement avec nos agriculteurs, avec ce réseau local de la Picardie, avec tous les intervenants, que ce soit la partie administrative, mairie et autres, et les agriculteurs.
Ça, c'est un vrai enjeu par les temps qui courent. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Le deuxième, il est social, parce que, comme le disait tout à l'heure Olivier, on a cette volonté vraiment d'avoir cette vision sociétale et sociale vis-à-vis de nos salariés dans le cadre de la RSE. Donc, avec notre fonds, on a mis en place la loi Pacte. Donc, c'est l'intéressement pour tous les salariés au bénéfice de l'entreprise le jour où il y aura une revente. Et puis, on va aller encore plus loin, puisqu'on va mettre en place l'actionnariat salarial pour tous les employés. Donc, c'est encore une étape supplémentaire. Mais c'est aussi une étape pour motiver tout le monde. Et puis le troisième enjeu, il est l'impact de notre activité, l'impact environnemental que l'on a sur notre activité. On a la chance d'avoir une usine qui est déjà neutre en carbone. On a racheté un outil à Nestlé qui était un peu le flagship pour Nestlé, cette usine. Chaque fois que Nestlé faisait de la communication, on amenait les journalistes et autres sur cette usine. Et donc, on a la chance d'avoir cet asset, cette base, et puis à nous de continuer à le développer par la consommation de l'eau, la maîtrise d'un certain nombre de choses sur notre environnement. On va enchaîner, Philippe. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit dans ce contexte ? Alors, je vous rassure, pas grand-chose, mais s'il y a quelque chose qui nous préoccupe en tous les cas en ce moment, c'est vraiment, si j'avais un souhait tout de suite, c'est qu'il pleuve pendant 2 mois. Ça, c'est sûr, parce qu'on a une vraie tension hydrique et qui a un impact sur notre matière première, qui est la pomme de terre. Très clairement, on a connu déjà la sécheresse l'été dernier. On a une pomme de terre qui a manqué dans les récoltes entre 10 et 15%. On a un renchérissement de la matière première de la pomme de terre qui a quasiment, sur un achat spot, qui a quasiment triplé, le coût de la tonne a quasiment triplé. Donc, quand on s'est dit ça, à part qu'il pleuve, il y a aussi d'autres actions à mener et il y a des choses que l'on met en place sur trouver éventuellement des nouvelles variétés de pommes de terre. On va mettre en champ cette année, nous-mêmes, Mousseline, avec nos agriculteurs, on va faire des tests sur des nouvelles variétés de pommes de terre qui seraient plus résistantes justement à la sécheresse. Bien évidemment, toujours diminuer les nitrates et autres, mais c'est vraiment cette action-là qu'il faut que l'on réussisse pour mettre en place, je dirais, une sécurité sur nos approvisionnements de matières premières. Caroline, vous dormez bien la nuit, vous ? Alors, plutôt bien. Et comme Philippe, j'essaye de ne pas penser au travail pendant mes heures de repos et donc de bien dormir. Mais blague à part, il y a les enjeux que vient d'évoquer Philippe, qu'on partage. Mais pour nous, ce que je voulais ajouter, et ça rejoint ce qu'a évoqué Alexandre, c'est qu'on oublie souvent la RSE, effectivement, c'est une responsabilité. Et en tant qu'entreprise, la question, c'est de savoir comment on l'exerce. D'ailleurs, comme individu aussi, mais comment on exerce cette responsabilité. Et dans mon rôle, dans le rôle des équipes, on doit accompagner l'entreprise, le dirigeant qui de plus en plus est impliqué sur ces sujets, mais aussi le directeur financier. C'est exactement, je fais beaucoup écho à ce qu'expliquait Alexandre. C'est quels choix on fait, et c'est des choix d'investissement qui sont structurants, c'est des choix de long terme. Et souvent, cela repose sur des réglementations dont on ne connaît pas encore tous les contours. Et on nous demande, à nous, souvent, puisqu'on s'occupe aussi de la partie réglementaire, d'orienter ces choix. Et moi, ce qui pourrait m'empêcher de dormir la nuit, mais ce n'est pas le cas, c'est comment on accompagne les équipes commerciales, les équipes marketing, les équipes industrielles dans ces choix, les équipes financières aussi, parce qu'on oublie souvent, mais la RSE, ça a un coût et non négligeable. Et comment on les aiguille pour prendre les bonnes décisions pour l'entreprise et pour notre activité. Et si je peux prendre un exemple sur ce sujet, Alexandre en a parlé. Typiquement, en tant qu'acteur et industriel, on met des emballages sur le marché. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de réglementations en la matière. C'est un levier important en termes de décarbonation.
Et puis c'est notre responsabilité de mettre des emballages sur le marché qui sont vertueux. Et là se posent des questions toutes simples. Quels matériaux choisir, privilégier le réemploi ou le recyclage, quels investissements on doit faire. Et tout ça en gagnant de la part de marché, en faisant plaisir à nos clients qui sont toujours plus exigeants, en embarquant les salariés dans des choix qui correspondent aussi à leurs valeurs, en réduisant notre empreinte carbone, notre consommation en eau. C'est un peu la quadrature du cercle et c'est ça le plus grand des défis pour nous aujourd'hui. Face à ces défis, à ces enjeux, quels sont vos atouts ? Qu'est-ce que vous allez, vos leviers, sur quoi est-ce que vous pouvez agir ? Alors la manière dont on espère pouvoir agir en écho à ces défis, elle repose sur 2 convictions assez fortes. La nécessité de toujours apprendre et de jouer collectif quand c'est possible. Toujours apprendre, c'est lancer des pilotes. Par exemple, je l'évoquais tout à l'heure, on teste le transport fluvial sur la Seine pour distribuer nos clients, les cafés, hôtels, restaurants. On teste le réemploi avec des clients de la grande distribution. On essaye, si c'est possible, de participer à des projets collectifs qui réunissent des PME comme des grands groupes, acteurs privés, entreprises, pour essayer de trouver comment avancer ensemble. Et donc on a la chance évidemment d'être un grand groupe et d'avoir des moyens, mais on essaye de les mettre aussi au service du collectif et de permettre l'apprentissage pour savoir si peut-être telle solution, elle fonctionne du point de vue environnemental, mais surtout, parce qu'on reste des entreprises, du point de vue business, pour utiliser un mot qui plaît. Philippe, vous le disiez, vous êtes un plus petit groupe. Comment est-ce qu'on trouve les moyens ? Comment est-ce qu'on fédère les énergies ? Alors nous, on n'est pas un petit groupe, on est une petite société, on n'est même pas un groupe. Alors, on a un vrai challenge sur la fédération comment fédérer nos équipes. On est dans un process de carve-out, donc on a 150 personnes en Picardie, une quarantaine de personnes en région parisienne. 150 qui viennent de s'extraire d'un très grand groupe, c'est ça le carve-out. 150 qui viennent de s'extraire d'un grand groupe et 40 qui viennent de nous rejoindre dans l'aventure depuis moins de 6 mois. Donc on a, je dirais, à créer cette culture, cette nouvelle culture d'entreprise et très clairement, alors quand j'évoquais la loi Pacte, l'actionnariat salarial et autres, ça aide justement déjà à fédérer tout le monde autour d'un projet et autour d'une direction. Mais ça va plus loin parce que c'est aussi la fierté des uns et des autres d'appartenir à une société qui, dans son environnement, justement, dans ses actions au quotidien, fait tout pour continuer ce chemin vers, je dirais, produire le plus propre possible, livrer là aussi d'une manière le plus efficace et avec le moins d'impact possible. Et localement d'avoir des projets dans lesquels nos salariés aussi sont fiers. C'est ce qu'on appelait la marque employeur, c'est tout ça qui fait que quand on travaille avec la société de distribution des eaux qui regroupe 84 communes, on est leur plus gros client. Tout cet impact-là ressurgit aussi sur les gens qui travaillent chez nous, parce que quand on fait des actions pour préserver la qualité de l'eau, on mène des chantiers sur les nitrates et autres avec cette société-là. On va lancer des projets à partir de juin là-dessus. On travaille aussi sur des projets associatifs locaux. C'est des choses nouvelles pour l'entreprise, parce que il y avait je dirais, dans le passé des actions sur l'environnement, mais il n'y avait pas beaucoup d'actions sur le local. Et là, on s'est vraiment, je dirais, mis comme objectif d'avoir ces actions aussi sur la vie locale de chacun. Ça nous permet que les gens soient fiers, et puis faut être basique aussi, ça nous permet d'avoir aussi une attractivité en tant qu'employeur, parce qu'on est comme tout le monde, on cherche des emplois, on cherche des salariés. Dans l'usine, on manque de personnel, donc on se bat aussi, entre guillemets, on a une compétitivité sociale, entre guillemets. Et Alexandre évoquait bien tout à l'heure l'importance de ces aspects-là dans le recrutement et dans l'attraction des talents. On est en 2023, il paraît qu'on n'a pas trop le droit de rêver, mais j'ai envie de rêver un peu quand même. Si vous aviez un vœu pour le génie de la lampe, là, qu'est-ce que vous souhaiteriez
Alors, promis, il était écrit avant que Alexandre intervienne. Mon vœu, c'est qu'à terme, et le plus vite possible, les fonctions RSE disparaissent des entreprises et qu'elles soient intégrées à chacun, à chaque poste, à chaque fonction, et que finalement, on n'ait plus besoin d'une personne, d'une équipe référente, mais que chacun prenne sa part dans l'entreprise, du salarié au patron. Philippe? Bon, alors d'abord, personne ne nous interdira de rêver. Ça, c'est clair. La deuxième, non, un rêve et entre guillemets une attention. C'est quand on a besoin de continuer cette prise de conscience collective de partout et pour tout le monde. Moi, c'est pas un rêve, mais c'est une attention. Quand je vois il y a 3 semaines, je crois, aux Pays-Bas, les élections qui font que des partis qui remettent en cause des chemins contre l'azote et autres viennent à pousser. Quand on voit ce qui se passe en Flandre belge aussi, voilà, il faut qu'on continue à prêcher la bonne parole, à éduquer les gens et à sensibiliser les gens, mais au sens large de la population, pour éviter qu'il y ait des retours en arrière sur l'environnement et tout ce qui peut, et qu'on continue à se battre d'une manière positive, parce que quand on voit ce qui s'est passé ce week-end, c'est pas de la défense de l'environnement non plus. Donc voilà. Donc mon rêve, c'est que tout le monde prenne ça positivement et s'approprie son bilan carbone personnel, entre guillemets, à chacun. On arrive presque au terme de notre échange. Je vais vite vous demander quel est le message fort que vous souhaitiez qu'on retienne, s'il y a... Alors, pour reprendre le titre de la conférence, je dirais qu'il faut des paroles pour sensibiliser, pour embarquer les collaborateurs, les citoyens, les consommateurs, nos clients, nos fournisseurs. Donc, il faut ces paroles. Et les actes, c'est pour avancer. Pour ne surtout pas reculer, ne surtout pas se dire que le contexte économique, l'explosion des coûts de production, l'inflation doit faire renoncer à nos actions pour améliorer l'environnement dans lequel on opère. Donc voilà ce que je dirais. Si on résume, des paroles pour sensibiliser, des actes pour avancer. Surtout ne pas reculer, en tout cas. Philippe? En fait, c'est que toutes ces actions peuvent être menées au niveau de chacun. C'est-à-dire qu'au niveau de chacun et au niveau de chaque taille d'entreprise. On a 2 exemples ici sur scène. Un groupe international avec une vraie prise de conscience, une feuille de route et autres. Et puis on a une PME qui a la même prise de conscience, qui, si les dirigeants... et les accompagnants financiers, parce que si nous, notre fonds FNB me dit demain il faut faire de la profitabilité et n'a pas cette vocation d'être un fonds à mission, on peut vite tomber dans d'autres choses. Donc c'est en tant que PME pour le business, parce que c'est pas philanthropique notre truc, hein. Bien évidemment on a des croyances personnelles, mais c'est aussi parce qu'on croit fondamentalement, les uns et les autres, nos financiers et nous-mêmes, que ça apporte au business quotidien de faire toutes ces actions-là, qu'elles soient salariales ou qu'elles soient locales. Merci beaucoup à tous les deux. Je pense qu'on peut vous applaudir. Je vais demander aux intervenants de la table ronde suivante de venir nous rejoindre. Merci Amalia pour les micros, en effet. Alors, bienvenue à tous les 4. On va revenir sur les défis que ça représente. Caroline et Philippe nous ont déjà présenté un petit peu leurs difficultés. Cette nouvelle table ronde s'intitule « Les 5 défis de la mise en place d'une démarche responsable ». Alors, ils ne sont que 4, mais on va partir de leurs principaux défis à chacun d'eux. Et puis, on verra qu'en fait, après, il en reste pas mal quand même. À mes côtés, Antoine Giros. Bonjour Antoine. Vous êtes vice-président certification chez Bureau Veritas. Bonjour. Marjolaine. En plus, presque bien mis sous les... Marjolaine, bonjour, vous êtes directrice RSE chez Nexity. Tout à fait, bonjour à tous.
À vos côtés, Caroline Renaud. Bonjour Caroline, vous êtes fondatrice et présidente de Bird.io, People for Impact. Peut-être un mot, parce que Bureau Veritas, vous reviendrez, je pense, pour nous expliquer exactement pourquoi vous êtes là aujourd'hui, à plusieurs titres. Nexity, on connaît ce grand groupe immobilier, en 2 mots, 8000 collaborateurs, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Caroline, Bird.io, c'est peut-être connu dans le monde assez j'ai vu qu'il y a pas mal d'experts ici. Un mot sur ce que fait Bird.io. Oui, alors Bird.io, c'est un cabinet de recrutement et de chasse de tête spécialisé sur les thématiques de sustainability, de RSE. People for Impact, c'est une plateforme qui rassemble des freelances et des managers de transition, toujours sur ces thématiques de sustainability. Et nous existons depuis 13 ans. À vos côtés, Frédéric Pinglot. Frédéric, vous êtes Group Sustainability Performance Director. En fait, je vous occupez de la RSE chez Schneider Electric. On a tous des noms différents pour ces rôles-là. Effectivement, chez Schneider, on appelle ça performance durable. Voilà. Bonjour. Performance durable. Un mot sur le groupe, on connaît aussi, mais en termes de volume peut-être. Schneider Electric, c'est un groupe mondial d'environ 135 000 collaborateurs à travers le monde, sur tous les continents, 34 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, et spécialisé dans la gestion de l'énergie et les automatismes industriels. Merci. Alors, je disais que c'était bien d'avoir 4 personnes, 4 défis. On peut peut-être commencer comme ça. Quel est votre principal défi dans la mise en place de votre démarche en entreprise? Antoine? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Bureau Veritas, en quelques mots, notre métier, il y en a principalement 2. Ce sont les essais en laboratoire. On a des laboratoires partout dans le monde, dans plus de 140 pays, où on vient vérifier, par exemple, que les jouets que vous offrez à vos enfants ou à vos petits-enfants ne sont pas toxiques, qu'ils peuvent mettre le hochet dans la bouche sans risque. On vient faire des analyses alimentaires pour vérifier que quand on vous dit que c'est du bœuf, c'est bien du bœuf, etc. Et puis on a un deuxième métier qui est le métier de l'audit et de l'inspection, où on envoie chez nos clients des auditeurs ou des inspecteurs pour vérifier la conformité par rapport à des standards. Donc on suit nos clients, on les accompagne de près sur les sujets développement durable, ESG au sens large. Ce que j'observe moi comme défi peut-être majeur... un mot, ça veut dire que vos questions sur la responsabilité, c'est à 2 niveaux. On va voir, c'est la même chose peut-être chez Frédéric, mais c'est important de le préciser. Tout à fait. On a chez nous la RSE qui est au cœur de notre stratégie d'entreprise interne à nous. Quelle est notre stratégie de réduction des émissions, etc., etc. Donc notre stratégie à nous est développée et bien évidemment on accompagne nos clients sur leur stratégie à eux. Donc on a un portefeuille de services et un certain nombre d'activités qui est pour accompagner nos clients dans l'amélioration de leur performance développement durable au sens large. Je vous interromps plus. Donc sur le J'en défi. reviens à votre question sur les défis. Les défis. Moi je pense que le principal c'est le défi de la compétence. C'est le défi de la compétence parce que on voit depuis de nombreuses années maintenant que le sujet responsabilité au développement durable au sens large est remonté très haut dans l'organigramme des entreprises comme un sujet prioritaire. En revanche, quand on compare la culture générale développement durable au sein des organisations à la culture générale marketing ou financière qu'il peut y avoir dans une entreprise, il y a un véritable fossé. Donc ça, pour moi, c'est le défi majeur. Ça doit passer par du recrutement, donc faire venir de la compétence de l'extérieur, mais ça doit beaucoup passer aussi par de la formation. La formation, notamment des leaders métiers. Donc il faut éviter de décorréler complètement l'équipe développement durable au RSE du reste de l'organisation. Il me semble très important que le directeur des achats sache ce que ça veut dire pour lui, en tant que directeur des achats, d'avoir une démarche responsable. Il faut qu'un patron d'usine sache ce que ça veut dire pour lui que d'avoir une démarche responsable. Donc la compétence passe par l'acquisition de compétences à l'extérieur, mais aussi la formation et surtout savoir expliquer à chaque partie prenante de votre organisation qu'est-ce que ça veut dire pour lui que d'être responsable. Alors, je vous voyais opiner, enfin on passera aux autres, j'ai envie de vous faire réagir avant sur chacun de vos défis. Caroline, je vous voyais clairement opiner. C'est votre cœur d'activité, alors peut-être une réaction. Et puis je sais que c'est un sujet très important aussi pour Frédéric et Marjolaine. Je ne peux que confirmer ce que dit Antoine. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un réel défi sur la compétence, puisqu'il y a beaucoup de réglementations, il y a
la plupart des gens qui ont compris que de toute façon, il faut y aller. Après, c'est des sujets qui sont extrêmement complexes, qui regroupent plein de choses différentes. Donc, on ne peut pas s'improviser expert de la RSE, expert à la fois du carbone, des droits humains. Et puis, il y a toutes les interactions entre ces choses-là. Et parfois, on a tendance un peu aussi à simplifier la RSE en se disant il suffit de vouloir y aller et le patron s'il veut y aller c'est facile. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Frédéric? Non, tout à fait. La démarche RSE de l'entreprise, c'est avant tout une démarche stratégique, comme ça a été dit, et c'est important pour sa résilience, clairement. Donc, pour qu'on ait besoin, pour qu'on puisse avancer, on a besoin d'avoir des collaborateurs aux achats, dans la finance, pas uniquement dans la fonction RSE, qui aient les compétences clés pour avancer, une expertise biodiversité, climat, etc. Et très important de clarifier les rôles et responsabilités de chacun pour pas qu'on ait justement une fonction RSE qui soit isolée. Et pour faire ça, on a besoin à la fois d'embaucher, on a besoin de ressources, concrètement, pour calculer l'empreinte carbone, etc. Et on a besoin de former les collaborateurs et de placer des rôles à responsabilité. Chez Schneider Electric, par exemple, on a une responsable finance durable, achat durable, etc., pour superviser les progrès dans toutes les fonctions. Concrètement, comment vous formez dans vos équipes? Comment vous formez dans les équipes, justement, plus largement? Vous avez mis en place un grand programme de formation. C'est la fresque du climat à tout niveau. Enfin, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Oui, alors on a mis en place effectivement l'année dernière ce qu'on appelle la Sustainability School au sein de l'entreprise. Donc, c'est principalement des modules de e-learning disponibles en ligne et sur tous les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ça, c'est très important pour nous, que ce ne soit pas uniquement un sujet climat, environnement, parce que ça prend un peu toute la place en ce moment, mais il y a des vrais enjeux sociaux qui sont critiques. Et puis surtout, finalement, ça fait très longtemps que chez Schneider Electric, le projet de développement durable, il est porté par le CEO et par toutes les instances du groupe. Depuis 2006, on a un programme, je dirais, flagship. Et donc, on a des communications tous les trimestres en permanence pour expliquer la démarche du groupe, sa vision, sa raison d'être. Ça aussi, c'est très important. Et donc, c'est aussi par la pratique, je dirais, que les personnes sont formées. Marjolaine, comment est-ce que vous répondez au défi de la compétence, des compétences chez vous? Oui, je partage tout à fait ce défi-là. Alors, Nexity, c'est effectivement un grand groupe immobilier. On est coté au SBF 120. On est aussi un groupe qui est très décentralisé. C'est beaucoup de métiers différents, c'est beaucoup d'entités qui sont sur le territoire. Et on pense que ça passe également beaucoup par la sensibilisation, pour le coup, de tous les collaborateurs. Donc, on a créé on l'a appelé Académie de la RSE récemment. Ce sont beaucoup de modules grand public pour que chacun soit sensibilisé. On est une entreprise qui donne une grande part à l'entrepreneuriat, à l'innovation. Donc, on croit beaucoup au collectif. Voilà, donc ça peut être des e-learning, des webinaires. On a fait récemment une conférence inspirante sur les sujets de biodiversité. Donc, effectivement, c'est tout collaborateur. Et puis, bien évidemment, on a de la formation qui est spécifique à certains métiers pour que ces métiers-là aussi montent en compétences. Dans un cas comme dans l'autre, c'est obligatoire, ces formations, ces e-learning, c'est facultatif? Comment ça marche? Alors, chez nous, il y a des formations obligatoires. Certaines qui vont être parfois obligatoires pour tout le monde et parfois obligatoires pour certaines populations. Donc, c'est-à-dire, par exemple, typiquement des formations à l'anticorruption, des sujets comme ça, elles sont dédiées à certaines populations qui sont a priori à risque d'être exposées à ces sujets-là. Donc, on a une complémentarité entre une approche unique et pour tous au même niveau, et puis spécialisée pour former nos acheteurs, par exemple, aux enjeux de la RSE, comment auditer un fournisseur sur ces enjeux-là, etc. Et de notre côté, on a des formations, bien sûr, métiers obligatoires. Et puis, on a une volonté de la direction générale. Donc, on a la fresque du climat qui est proposée pour tous les collaborateurs. Et on a un objectif que tout le monde soit fresqué, comme on dit, en 2 ans. Et c'était quelque chose qui était tout à fait obligatoire pendant 3 mois pour tout le top management. Donc on a commencé par le top management et avant notre séminaire annuel du management, tout le monde devait avoir fait la fresque du climat. Caroline, une réaction?
Alors, je voudrais juste compléter, pour ceux qui n'ont pas la chance de travailler chez Nexity ou chez Schneider, qui font partie vraiment des entreprises exemplaires sur ces thématiques. Nous, on a référencé les formations. Il y en a 500 en France. Donc, il y a vraiment le choix. Il y a tout type de formation. Une formation, c'est bien, mais comme c'est des sujets qui sont nouveaux, je pense qu'il ne faut pas non plus hésiter à faire du test and learn, c'est-à-dire tester ce qu'on a appris et puis être capable de reculer ou d'avancer si ça ne fonctionne pas. Et le partage d'expérience aussi, et ça se fait beaucoup dans la RSE avec les compétiteurs, avec les fournisseurs. On parle beaucoup de coopétition, donc c'est des compétiteurs qui se mettent ensemble pour faire avancer les choses. Je pense que ça fait partie des choses vraiment importantes aussi pour continuer à se former. Deuxième défi, alors qui se lance dans votre quotidien, Marjolaine? Deuxième défi, on en a parlé, je crois, ce matin. On va avoir de l'information qui va aller croissante sur les enjeux notamment environnementaux. C'est de la complexité, c'est beaucoup d'anticipation. C'est finalement le rôle de la RSE, c'est beaucoup de l'accompagnement du changement. Et donc, c'est donner du sens. Donc, comment est-ce qu'on arrive à donner du sens, accompagner dans ce foisonnement, dans cette jungle un petit peu d'éléments? Alors, nous, on a une solution, c'est d'aller vraiment au contact des équipes. Comme je le disais, on a beaucoup d'entités, on est très décentralisé, on ressemble plus à plusieurs PME qu'un grand groupe international. Donc on va régulièrement au contact des équipes. On fait beaucoup de top-down, mais on écoute aussi beaucoup le terrain, les équipes. On a aussi une raison d'être qu'on a travaillé en raison d'être opérante, donc que ce soit très concret sur la marche à suivre pour les équipes. Donc voilà, je dirais donner du sens pour accompagner efficacement ce changement. Antoine, vous faites de la réglementation et vous essayez de donner du sens. Enfin, comment est-ce qu'on est vraiment... c'est ça le problème. Oui, alors nous, on vient faire de la vérification par rapport à des standards. Donner du sens, pour moi, l'écueil principal que je vois, c'est un disconnect assez fort entre une stratégie, une feuille de route qui est définie au niveau d'une direction générale, très claire, la communication est super, les KPI, les résultats à atteindre en fin d'année, l'année prochaine, etc. Une feuille qui déroule avec une affirmation absolue. Voilà, mais Schneider, plus de 140 000 employés, tu disais, c'est ça? Bureau Veritas, plus de 80 000 employés. Voilà, tout l'enjeu, c'est comment est-ce que je passe de cette feuille de route à une implémentation opérationnelle sur le terrain qui marche, qui est suivie et qui progresse. Et pour moi, donner du sens, c'est ça. Donner du sens, c'est ça, c'est ne pas s'arrêter à la stratégie et réussir à connecter ça avec les opérations. Ça passe par la formation des managers, ça passe par, je pense, l'appropriation du développement durable totalement dans le cœur de métier de l'entreprise. Ça veut dire qu'il faut essayer au maximum d'identifier dans cette stratégie développement durable les leviers de création de valeur. Philippe, vous disiez tout à l'heure, on n'est pas non plus philanthrope, une entreprise, donc il faut arriver à trouver cette alchimie entre ce qui nous permet de nous différencier aussi via ce levier développement durable, ce qui nous permet de nous différencier économiquement, mais aussi socialement, d'être plus attractif vis-à-vis du marché de l'emploi. Donc voilà, donner du sens pour moi, c'est réussir à donner de la perspective à ce qui est décidé de manière assez macro sur la feuille de route de l'entreprise. Frédéric, une réaction peut-être? Oui, complètement. Je pense que première chose, il faut absolument avoir une vision claire pour embarquer les collaborateurs, avoir une raison d'être pour l'entreprise, c'est-à-dire quelque chose qui permet de fédérer tout le monde autour d'un projet commun d'entreprise. Mais ce n'est pas suffisant. Juste un mot sur cette vision, raison d'être. Tout le monde dans la salle n'est pas une entreprise à mission. Alors, si on vote, c'est important d'être entreprise à mission, d'afficher une raison d'être ou... En tout cas, pour nous, chez Schneider Electric, on sent très bien au sein de tous les collaborateurs qu'ils ont à cœur la mission de l'entreprise et sa raison d'être. La raison d'être, c'est quoi? C'est répondre à la simple question de pourquoi est-ce qu'on existe.
Et on voit bien que nos collaborateurs, mais partout dans le monde, sont tous à la recherche de sens, de compréhension de à quoi sert le travail qu'ils exécutent. Et avoir cette raison d'être au niveau d'un groupe, ça permet de fédérer, de donner une direction commune. Ça permet aussi d'attirer des talents qui sont intéressés par cette raison d'être. Chez Schneider Electric, c'est de permettre à tous de tirer le meilleur de notre énergie et de nos ressources pour concilier le développement durable et progrès pour tous. Voilà, et ça c'est clé. Mais d'un autre côté, c'est pas suffisant. Effectivement, c'est pas avoir une vision, ça ne suffit pas à transformer l'entreprise. Derrière, il faut mettre en place une gouvernance, il faut mettre en place des indicateurs de suivi, des équipes qui ont la charge de porter le progrès, et surtout, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques et d'apprendre en marchant. C'est ce que vous disiez, c'est totalement vrai. C'est-à-dire, par exemple, chez Schneider Electric, on s'est dit il faut, pour des questions de risques liés aux approvisionnements et aussi d'approvisionnement des ressources de la planète, il faut qu'on consomme des matières plus vertes ou plus responsables, disons, et pas des matières vierges. Bon, l'ambition est claire. Puis comment on fait? C'est-à-dire qu'il faut rassembler toutes les équipes, toutes les fonctions de R&D, des achats, de la stratégie, etc., des experts techniques, pour définir qu'est-ce que ça veut dire, travailler avec des partenaires dans la chaîne de valeur, et puis petit à petit, on définit des règles, voilà, et puis on progresse. Caroline, un mot peut-être sur la façon d'engager les équipes, de faire en sorte que les équipes soient rejointes. Est-ce qu'il n'y a pas un levier financier aussi? Je crois, parmi les défis, je pense qu'il y en a un qui est quand même assez gigantesque, c'est le courage, et le courage de redéfinir la performance. Donc une performance financière au service d'une performance sociale et environnementale. Et il faut aussi redéfinir la façon dont on évalue les collaborateurs, la façon dont on les paye aussi. Donc ça, c'est évidemment le dirigeant qui peut faire ça, mais le dirigeant, c'est pas quelque chose qu'il peut faire tout seul aussi. S'il y a des fonds derrière, il y a des compétiteurs, donc il faut un courage collectif aussi. Revoir la rémunération des collaborateurs, ça veut dire indexer une partie de leur rémunération sur des critères extra-financiers, aujourd'hui dits extra-financiers. Alors, vous allez me dire que ça dépend du secteur de l'entreprise, etc. De quel ordre de grandeur on peut faire ça? Parce que j'ai vu des entreprises dire qu'ils avaient parfaitement revu la rémunération et qu'en fait, donc, 3% de la rémunération est indexée sur l'extra-financier. C'est quoi l'ordre de grandeur que vous recommandez? Alors que je recommande, ce serait bien prétentieux de ma part, mais aujourd'hui, ce qui se fait beaucoup dans les grandes entreprises, c'est 20% du bonus qui est indexé sur des critères ESG, enfin, ce qui est déjà une excellente chose. Néanmoins, la rémunération majeure va être indexée sur l'EBITDA. Et tant qu'on ne sort pas de ça, de toute façon, si c'est juste du bonus, l'ESG, c'est très bien, mais ça doit être dans le cœur. Frédéric, votre défi, vous allez nous emmener un peu sur un terrain industriel, je crois. Notre défi chez Schneider Electric, on est une entreprise manufacturière, d'accord, on est plutôt en bout de chaîne, disons, dans la chaîne de valeur. Ça veut dire qu'on travaille avec environ 50 000, 54 000 fournisseurs de rang 1, c'est-à-dire à qui on fait des achats directs. Évidemment, il y a de multiples autres niveaux de fournisseurs jusqu'aux mines où sont extraites les matériaux, etc. Donc ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que l'empreinte, disons, environnementale et sociale du groupe, elle est à plus de 90%, 99% en dehors de son périmètre opérationnel. Donc ça veut dire que les risques qui peuvent être réputationnels, des impacts sur les droits humains dans la chaîne de valeur, on en a entendu parler avec l'événement du Rana Plaza par exemple, ça peut impacter directement l'entreprise, pareil pour les impacts environnementaux. Il y a eu des difficultés avec l'approvisionnement dans les chaînes de valeur, notamment l'année dernière, donc il y avait un vrai enjeu de résilience derrière. Mais comment on fait? C'est-à-dire que, vous voyez bien, la dimension est telle qu'on ne peut pas adresser tous les risques en même temps, on n'a pas les moyens de faire ça. Donc, ce qu'on fait concrètement, c'est on adopte, on va dire, 4 niveaux
chez Schneider Electric pour aborder cette problématique. Un premier niveau qui est les règles pour tous les fournisseurs, un code de conduite avec des règles à respecter. Bon, très bien, ça c'est la base. Deuxième chose, des audits envers des fournisseurs jugés à risque, sur la base d'un mapping en fonction du secteur d'activité, de la zone géographique. Donc on a des outils qui existent, d'ailleurs on travaille avec une association qui s'appelle la Responsible Business Alliance, avec d'autres entreprises, on partage ces outils, et puis on va auditer sur site pour constater ou non le respect des de nos attentes. Troisième niveau, c'est l'amélioration continue. Donc là, on va travailler avec nos fournisseurs qu'on appelle stratégiques. Donc là, on souhaite engager une dimension partenariale vraiment avec ces fournisseurs pour progresser ensemble et leur donner les outils de progresser au fur et à mesure. Donc on souhaite les embarquer. Et puis la dernière couche, c'est l'excellence. Donc il faut un groupe pour tirer vers le haut. Il faut essayer d'aller plus loin. On ne peut pas le faire avec tout le monde. Mais voilà, on a mis en place des programmes pour embarquer nos fournisseurs stratégiques sur le travail décent, par exemple, avec le salaire décent au cœur, sur les matières vertes, sur le packaging et sur le CO2, par exemple. C'est très impressionnant comme ça, Frédéric. Concrètement, combien de personnes travaillent sur ce programme chez vous ? Beaucoup. Les équipes achats sont en pleine croissance d'ailleurs, puisque je pense que c'est une accélération qu'on a menée autour des années 2020-2021, donc il y a 4 à 5 ans. Donc on a énormément staffé. J'ai pas les chiffres, mais c'est des dizaines de personnes hein, globalement. En plus des experts dans les autres fonctions, puisque les équipes achats, elles peuvent aller constater, faire les audits, mais elles ont besoin d'équipes environnement pour édicter des règles, d'équipes droits humains pour aussi préciser ça, des experts techniques en R&D pour faire l'éco-design du produit de sorte à pouvoir intégrer de la matière verte, parce qu'un plastique, disons, dans des produits qui sont comme ça très techniques, dont la qualité est très importante pour la sécurité de l'utilisation dans les réseaux électriques, on ne peut pas simplement remplacer une matière par une matière recyclée qui serait moins performante. Donc on a besoin d'embarquer les experts techniques. Antoine, je voyais réagir. Oui, je souscris complètement à ce que vient de dire Frédéric. Je pense que l'enjeu des chaînes d'approvisionnement est un enjeu majeur. Les chaînes d'approvisionnement, elles sont de plus en plus complexes, elles sont internationales. Nous, chez Bureau Veritas, c'est une activité de contrôle de ces chaînes d'approvisionnement sur les sujets sociaux, environnementaux, droits humains, etc., qui est en très fort développement. Et en fait, je pense qu'il faut voir il y a deux façons de voir les choses qui sont complémentaires. Il y a une façon un peu plus défensive qui est comment je contrôle mon risque au sein de cette chaîne d'approvisionnement qui est complexe, qui est internationale. Donc, je fais le risk mapping, je vais là où je pense que le risque est le plus important, et donc je protège ma marque d'une certaine façon. Et l'autre façon de voir les choses, et il faut pas l'oublier, beaucoup d'entreprises aujourd'hui se concentrent sur cette protection de la marque et ce management du risque. Le deuxième sujet, c'est d'aller très en profondeur sur des sujets bien sélectionnés. Donc une entreprise alimentaire qui décide de créer une filière qualité particulièrement développée, dans laquelle un cahier des charges qualité d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue purement qualité de l'aliment, etc., mise en place, une sélection très stricte des fournisseurs, etc. Donc, et avoir des démarches bien sélectives sur lesquelles on va très en profondeur permet d'aborder le sujet aussi sur un axe de différenciation et de création de valeur. Et ça, c'est très important. Et tout ça doit s'accompagner, c'est notre cœur de métier chez Bureau Veritas, de contrôle indépendant. Parce que le nerf de la guerre, c'est la fiabilité de l'information dont vous allez disposer quand vous travaillez avec 50 000 fournisseurs de rang 1. Il est important d'établir un lien de confiance avec cette chaîne d'approvisionnement. Les échanges sont complexes. Et donc, aller sur le terrain permet d'assurer un lien de confiance entre ce qui se passe sur le terrain et ce que vous voyez, vous, depuis vos organisations. Caroline, une réaction, je voyais, non ? Schneider Electric, ils sont formidables. En général, vous êtes numéro 1 dans tous les classements en sustainability. Non, mais on n'a pas, il n'y a pas d'intérêt. Je sais, mais je me permets de le dire parce que je pense que c'est un formidable exemple à suivre. Mais voilà, ça ne doit pas complexer tous ceux qui essayent d'entamer des démarches. C'est tout. Et oui. Après, juste pour compléter, c'est vrai qu'aujourd'hui, parmi les défis, il y a la donnée, enfin, tu en parleras mieux que moi, mais c'est comment est-ce qu'on mesure et comment est-ce qu'on s'assure que ce soit fiable, parce que c'est très compliqué, c'est pas de la donnée simple.
juste une réaction. Ça ne s'est pas fait en un an ou en un jour. On a démarré il y a 15 ans avec le soutien de notre CEO, qui est aujourd'hui membre du pacte mondial, du conseil d'administration du pacte mondial au niveau mondial. Donc voilà, c'est... Non, on l'a senti, c'est pour ça que je vous ai demandé le nombre de personnes qui étaient impliquées là-dedans. C'était pour... Marjolaine, une réaction? Oui, je voulais juste réagir. Effectivement, on parlait de chaîne de valeur, d'accélération. Je pense que c'est un enjeu fort, c'est aller plus vite. Alors, aller plus vite collectivement, nous, on travaille beaucoup avec des partenariats. On pense que c'est comme ça qu'on est plus intelligent, qu'on avance plus vite. Alors, on peut en avoir de différentes sortes, mais on en a notamment avec des fournisseurs. On a, en fait, la principale activité de Nexity, c'est la promotion immobilière résidentielle ou tertiaire. On a aussi des activités de services à l'immobilier. En tout cas, on a des partenariats, par exemple, avec des fournisseurs sur la construction durable ou sur l'utilisation de matériaux décarbonés. Et puis, avec notre secteur, on fait beaucoup de coopétition. On en parlait tout à l'heure. Effectivement, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se met ensemble sur des programmes. Alors, on a quelque chose d'extrêmement concret qu'on a mis en œuvre avec notre association professionnelle qui s'appelle l'Observatoire de l'immobilier durable, l'OID, sur la thématique de la biodiversité. Donc ça veut dire que ce sont des entreprises de l'immobilier qui se mettent ensemble pour identifier des indicateurs communs de mesure de performance en matière de biodiversité, qui est un sujet très complexe, mais on n'a pas le temps d'attendre que ce soit très précis. Donc on se met ensemble, on identifie des indicateurs communs, on partage de manière très ouverte nos difficultés, nos réussites, pour collectivement avancer plus vite. Alors j'allais dire, mais Caroline, vous avez repris tout de suite ce défi. Vous aviez donné 4 défis. Moi, j'avais envie de donner le mien, qui était celui de la data. Pas parce que c'est mon défi, mais parce que j'ai bien vu quand on a préparé que le sujet de la data, de sa fiabilité, de sa récupération, sa fiabilité, sa comparaison était visiblement un gros sujet pour vous 4. Alors je ne sais pas qui veut commencer à réagir, mais expliquez-nous ce défi-là, Antoine. Bon, alors je commence. Je vais faire en 1 heure. On va essayer. Non, c'est un vaste sujet parce que, notamment, il y a des réglementations qui arrivent. On connaît tous la réglementation CSRD sur le reporting extra-financier des entreprises. Donc, toutes les entreprises se mettent en mouvement aujourd'hui pour pouvoir collecter de la data. La question, c'est quelle data on collecte, comment on la compare et comment on s'assure qu'elle est fiable. Et ces 3 questions-là, on doit y répondre avant de lancer la moindre démarche. Sinon, ce sujet-là ne sera pris que par un prisme contraignant et sera perçu comme une contrainte en interne. On a dit en introduction qu'il ne fallait pas décorréler les équipes développement durable ou RSE du reste de l'entreprise. Si vous prenez le sujet de la data uniquement comme un sujet de contrainte de reporting, ça va être très difficile de l'intégrer complètement dans le cœur de métier, dans l'ADN de l'entreprise. Donc, questionnons-nous tous sur de quelles données j'ai besoin, comment est-ce que je la fiabilise, comment est-ce que je m'assure que ce que me disent mes fournisseurs, que ce que je relève comme calcul d'émissions est fiable. Ma conviction personnelle, c'est qu'il faut passer par un peu de vérification, mais bon, vous avez compris que je travaillais chez Bureau Veritas. Et donc, comment vous le restituez? Quel sens vous donnez à cette donnée-là? Voilà, c'est à mon avis les éléments qui me semblent le plus importants. Frédéric. Alors c'est un vaste sujet et certainement un sujet de complexité à l'ère de la CSRD qui va effectivement entrer en vigueur dans quelques années, qui va nous demander de reporter beaucoup d'indicateurs, d'expliquer la stratégie de l'entreprise, etc. Pour vous donner une idée, Schneider Electric, aujourd'hui, on doit reporter à nos parties prenantes externes, c'est-à-dire nos investisseurs, nos clients, les ONG, etc., qui nous demandent de l'information, peut-être plus de 1000 points de données, et c'est à peu près ce que la CSRD va demander aussi aux entreprises de reporter. Bon, alors tous ces points de données-là ne sont pas nécessairement utiles pour nous. Donc, il y a aussi cette difficulté-là d'apporter des données qui sont nécessaires pour la transparence et qui sont demandées par nos parties prenantes, mais qui n'ont pas forcément de valeur évidente pour nous. Donc ça, il y a une obligation, il faut y passer par là, et puis c'est comme ça. Et puis ensuite, il y a des données qui sont utiles pour la transformation de l'entreprise. Donc nous, notre démarche, ça a toujours été d'avoir plusieurs niveaux d'indicateurs, disons.
des indicateurs qui sont nécessaires pour tous, combien de salariés nous avons, quelles sont les émissions de CO2, etc. Des indicateurs plutôt sectoriels qui nous sont demandés parce qu'ils sont pertinents, notamment par nos investisseurs. Il y a des cadres qui existent qui donnent ces indicateurs-là. Et puis des indicateurs spécifiques à l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a construit purement pour mener notre projet de transformation. Donc ça, c'est notre tableau de bord qu'on suit. Donc on appelle Schneider Sustainability Impact. Un exemple, c'est par exemple, on souhaitait porter à 50% la part de matière verte dans nos produits. Donc c'est un indicateur qu'on a créé de toutes pièces, on a créé des méthodologies, et puis petit à petit on progresse, et puis par ailleurs ça nous permet aussi de conseiller peut-être les normalisateurs sur les bonnes façons de concevoir des indicateurs. Et puis il y a les outils. Alors ça c'est une autre grande difficulté, on va devoir passer d'un niveau de qualité de la donnée équivalent à celui de la donnée financière. On en est assez loin, même si ça fait de nombreuses années qu'on fait auditer par un organisme tiers indépendant nos data. On n'a pas tous les systèmes d'information qui existent et qui sont bien rodés. C'est très difficile de couvrir toutes les sociétés de l'entreprise, toutes les entités légales, en particulier pour des sociétés avec des systèmes de gouvernance plus décentralisés, où peut-être tous les systèmes d'information ne sont pas connectés. Nous, on a cette difficulté-là. Quand on intègre une nouvelle société, connecter des systèmes IT, c'est des problématiques de protection de la data, de cybersécurité, etc. Marjolaine, sur ces deux axes, c'est-à-dire à la fois les outils, est-ce qu'on a aujourd'hui des outils aussi performants, est-ce que vous en avez trouvé sur le marché qui vous permettent en fait d'aller vers une consolidation de la donnée extra-financière? On en est là avec Et le deuxième axe qui me paraissait important, c'est aussi la réflexion au niveau de l'Europe, puisque ça se fait là, sur les indicateurs. Définition des indicateurs, est-ce qu'elle doit se faire au niveau européen, au niveau sectoriel ou au niveau de l'entreprise? Ça me rappelle une lointaine époque où on parlait des indicateurs financiers propres à l'entreprise et qui n'étaient d'aucun gap, pour reprendre donc dans les systèmes, chacun avait ses propres petits indicateurs perso et qui n'étaient pas comparables. Marjolaine puis Antoine, je sens tous les deux. Juste un exemple très concret. Vous savez que la taxonomie européenne, qui est cette grille de lecture de ce que sont des activités durables, demande aux entreprises pour la première année de publier la part durable de leur chiffre d'affaires. Donc en fait, très concrètement, qu'est-ce qui s'est passé dans l'entreprise? C'est qu'on a dû se faire parler, ou en tout cas communiquer entre les outils de collecte d'informations environnementale en l'occurrence et financière. Ça permet aussi collectivement de monter en compétences, on en parlait tout à l'heure. Finalement, cette collecte, analyse de data, finalement, ça ressemble à des compétences qui sont importantes dans la sphère financière. Donc, on peut avoir ce type de passerelle. Et puis, ça pose des questions sur ces outils qui sont bien sûr nécessaires et qui doivent de plus en plus être interconnectés pour associer performance et données financières. Ensuite, oui, il y a beaucoup de choses qui viennent de l'Europe, en environnement notamment. Ensuite, on en parlera juste après, voilà, en effet, donc, pour faire un petit zoom sur ce qui nous attend. Et puis, il faut qu'on ait de la data qui soit utile, qui intègre des outils de pilotage interne. Et puis, effectivement, des fois, c'est de la data qui est nécessaire pour nos parties prenantes. Antoine, vous vouliez réagir aussi? Ouais, je voulais juste réagir sur la data. À mon avis, le défi principal derrière, c'est le défi de la comparabilité. Vous sortez de cette salle, vous allez télécharger le rapport annuel de Mondelez, Nestlé et Danone assez vite. Vous allez tous être en capacité de comparer les performances financières de ces trois entreprises. Je vous mets au défi de le faire sur la performance extra-financière. Parce qu'il n'y a aucun standard qui vous permette de comparer ce que vont vous dire Mondelez, Danone et Nestlé. En plus, c'est ça l'enjeu. Ils font très 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 bien. Et ils le font tous très bien, bien sûr. Et c'est ça l'enjeu. Il y a des standards de reporting qui vont se mettre en place. À mon avis, ça ne peut passer que par des standards par industrie, parce que si vous voulez comparer Mondelez, Nestlé, Danone, ce ne sera pas la même chose qu'il faudra regarder que si vous voulez comparer Total Energy, BP et Shell. Mais voilà, l'enjeu de la comparabilité sur la performance extra-financière, à mon avis, est clé, parce que c'est là qu'on va commencer, les entreprises vont commencer à pouvoir, de manière fiable et crédible, se différencier de leurs concurrents. Caroline, je vous voyais approuver, vous voyez plein d'entreprises. En effet, ça progresse. Alors,
Oui, tout à fait. Moi, j'ai démarré il y a 13 ans. C'était un marché qui était à l'époque quand même très pionnier. Les gens qui se mettaient sur ces sujets, c'était vraiment par conviction. C'est des gens qui étaient prêts à faire de gros efforts en termes de salaire et d'évolution de carrière. Les choses ont énormément changé. J'ai vu une première évolution en 2016, donc c'était après les accords de Paris. C'est là où voilà, les jeunes veulent changer le monde, mais la réglementation et les financiers aident quand même beaucoup sur le sujet. Et puis après 2019, la loi Pacte, ça a fait aussi énormément bouger les choses. Et puis là, on voit une explosion du sujet depuis 2 ans qui, je trouve, est assez encourageante et assez formidable, même si évidemment, le chemin est encore long. Alors, on a vu officiellement les 5 défis. Hein. Je pense qu'on a répondu au cahier des charges du titre de la table ronde. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous paraissent importantes qu'on n'a pas abordées? Alors, très rapidement, voilà, un autre point de difficulté ou de sensibilisation sur lesquels il faut peut-être aider nos éditeurs à travailler, à réfléchir. S'il fallait insister sur un point, on parle depuis le début de la matinée d'entreprise responsable. Pour moi, une entreprise responsable, en fait, ce sont des salariés responsables et des parties prenantes responsables. L'entreprise, ce n'est que le réceptacle ou le véhicule de ces personnes-là qui vont faire l'entreprise. Donc, vraiment, pour moi, tout passe dans la capacité à faire en sorte que chaque partie prenante de votre entreprise ou de votre écosystème, hein, salariés, partenaires, sous-traitants, etc., sache précisément ce que ça veut dire pour elle dans sa fonction que d'agir de manière responsable, avec les indicateurs de performance qui vont bien, les politiques de rémunération qui vont bien, etc. Mais c'est être en capacité de ne pas s'arrêter à l'organisation, mais de descendre vraiment à la maille individu. Moi, je parlerai effectivement aussi de responsabilité élargie dans tous les sens vis-à-vis des parties prenantes, voire plus loin, on parle de périmètre dans les bilans carbone internes, scope 1, 2, externe, scope 3, aller vers du scope 3+, avoir cette tendance à regarder la sphère un peu plus éloignée. Je veux bien une petite redéfinition du scope 3, juste pour ceux qui seraient là par hasard. Par exemple, si vous avez une usine, voilà, les émissions l'empreinte carbone interne à l'entreprise, scope 1, 2, sont les émissions de l'usine. Et puis, ce qu'on appelle scope 3, ça va être les émissions liées à tout ce qui entre dans l'usine et puis à l'utilisation de tout ce qui sort de l'usine. Nous, pour vous donner un autre exemple, chez Nexity, on travaille beaucoup avec nos clients particuliers. On a des activités de syndic de copropriété. Donc voilà, quand on a fait notre plan de sobriété cet été, finalement, notre action principale sur laquelle on a le plus communiqué, c'était qu'on a tout de suite écrit à nos clients particuliers. On a plus d'1 million de clients en France par cette activité pour les sensibiliser aux économies d'énergie et puis les accompagner pour renégocier des contrats d'achat d'énergie. Caroline, très rapidement, un défi qu'on aurait oublié. Il y a un vrai challenge aujourd'hui à résoudre, une équation entre la réglementation, les données, c'est essentiel, mais conserver ce sens, la raison d'être aussi, ça ne peut pas être qu'un sujet réglementaire. Enfin, déjà, c'est pénible. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à trouver des collaborateurs qui ont envie de faire ça. La pure réglementation. Oui, voilà, donc ce challenge. Oui, exactement. C'est-à-dire, je pense qu'il faut faire attention à la vision court-termiste et conformité de ce que pourrait ou va peut-être devenir la RSE, et ne pas oublier que c'est un vrai projet d'entreprise qu'il faut l'aborder dans ce sens-là et avec une vision de long terme. Et à partir du moment où on a compris ça, ça veut dire qu'on va réunir les différentes fonctions autour de la table, présenter les grands enjeux qui risquent d'impacter l'entreprise, ou soit de façon directe ou bien indirecte, et puis ensuite, en commun, de prendre des décisions stratégiques qui vont probablement être portées sur des enjeux de ressources humaines, des enjeux environnementaux. Ça va dépendre de l'entreprise, il n'y a pas de formule magique ou de grille applicable à tous. Il faut simplement l'intégrer à la stratégie, et comme ça a été dit avant, ne plus voir la RSE comme
isolé, ça doit être porté par les organes dirigeants. Mais je pense que je ne sais pas s'il faut qu'on n'ait plus de direction RSE demain. Je pense qu'il faut conserver, d'une façon ou d'une autre, un organe de direction ou un comité de direction qui porte une vision unique. Autrement, tout le monde part un petit peu dans ses directions et ça fonctionne probablement moins bien aussi. Alors, vous avez presque déjà tourné cette dernière question sous forme de conseil, et pourtant j'avais envie, je vais vous retendre le micro, si très rapidement vous avez un petit conseil pour, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire en rentrant à 11h dans son bureau, comment on commence, comment on doit voir les choses. Caroline. Alors moi je dirais se former et s'informer. Marjolaine. Moi, je dirais avoir un récit positif pour donner envie, rendre l'entreprise transformée ou le monde transformé désirable. Frédéric. Penser au sens, avoir une vision vraiment long terme et ne pas avoir peur de l'imperfection. Il faut savoir préférer parfois la vitesse à la perfection si on veut avancer. Antoine. Je ne vais pas être très, très différent de ce qui vient d'être dit, mais s'interroger sur le sens que ça peut avoir pour soi par rapport à sa propre fonction. Et effectivement, il faut y aller, il faut se lancer. C'est un projet long terme, better done than perfect, comme on dit en anglais. Donc il faut y aller, il faut commencer, et puis on s'améliore avec le temps. Merci beaucoup à tous les quatre. C'est le moment où je cherche désespérément. Pardon, merci beaucoup. C'est pas gentil de se cacher au fond pour la modératrice qui cherche des yeux et qui se dit mais... Qui me connaît, qui sait que je suis voilà, toujours à l'heure. Je savais. Bonjour Maud Gaudry, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Vous venez pas avec moi je vais m'asseoir. J'ai toujours du mal à m'asseoir, vous avez vu. J'aime m'asseoir avec plaisir. Alors, Maud Gaudry, vous êtes Senior Advisor Sustainability, experte en réglementation européenne. Ça va faire peur à tout le monde. Ça fait tout de suite peur à tout le monde. Mais alors, je vous ai lancé, vous aussi, un défi, c'était celui de n'employer aucun acronyme. Ouais. Et là, paf, CSRD, on en les a déjà eus. Donc, on va essayer de vous parler réglementation, enfin, Maud va essayer de vous parler réglementation européenne, sans acronyme, sans jargon. Voilà, on a 15 minutes et une grande ambition, vous faire comprendre ce qui va nous tomber dessus, ce qui va arriver. Alors, si on résume aujourd'hui déjà les attentes européennes, que veut l'Europe des entreprises en matière de responsabilité? Alors, deux choses en fait. Si on prend une métavision de tous les textes européens qui pleuvent depuis presque une dizaine d'années maintenant, mais de manière très accélérée depuis 5-6 ans, il y a avant tout un agenda politique. Vous avez probablement tous entendu parler du Green Deal. C'est la feuille de route politique de l'Union européenne sur les sujets développement durable, donc que ce soit l'environnement, la gouvernance ou les enjeux people. Et à cet agenda politique sont attachés des objectifs très concrets. Vous avez entendu beaucoup sur le climat, qu'on est passé de, à l'époque, moins 45% d'émissions à maintenant moins 57%. Donc, les attentes européennes, c'est d'abord ça. C'est une vision pour l'Europe, de faire de l'Europe une agrégation de nations qui vont être le plus immunisées possible contre les risques attachés, et la précédente table ronde en a parlé, à ces enjeux de développement durable. Comment on se prémunit de ces risques et comment on solidifie et on adapte l'économie européenne à cette nouvelle donne. Donc ça, c'est une première partie. Et la seconde, c'est qu'une bonne partie des textes qui ont plu ces dernières années au niveau européen ont trait à la transparence. Plus de pleuvoir. Hein. Plus de pleuvoir. Pas beaucoup plus. Non, c'est vrai. Pas de plaire, malheureusement. Mais c'est aussi parce qu'ils sont mal compris. Alors, ils ont été mal communiqués, mais ils sont mal compris. Donc, il y a avant tout des enjeux de transparence. Beaucoup de gens pensent qu'il y a des obligations de RSE attachées à tout ça. Non, en fait, l'entreprise est un citoyen européen qui peut décider de faire ou de ne pas faire. En revanche, il y a des risques et potentiellement des sanctions à ne pas faire. Et c'est là qu'intervient le volet transparence, dont les textes qui ont été déjà cités, que je ne vais pas répéter, mais qui s'appliquent, qui
ont des vocations complémentaires, mais un peu différentes, et qui ne s'appliquent pas nécessairement aux mêmes acteurs économiques. Il y en a qui s'appliquent exclusivement au secteur financier, qui évidemment ont des répercussions sur l'économie réelle par effet de ricochet. La sanction viendra, la sanction est déjà là. Vous avez évoqué les sanctions indirectes. Oui. Concrètement, qu'est-ce qu'on a comme sanctions possibles ? Aujourd'hui, il y a très peu de sanctions autres que les sanctions de marché, en fait. Dans les obligations de reporting et de conformité, et Dieu sait qu'il y en a un certain paquet, d'abord, les textes européens laissent la liberté aux États membres de définir les sanctions pour les entreprises présentes sur leur marché domestique. Aucun État européen n'a envie de pénaliser son économie nationale. Donc la réalité, c'est que les sanctions, c'est surtout des sanctions de principe. Il y a parfois des sanctions financières, mais elles sont vraiment infinitésimales. La vraie sanction, c'est de ne plus être pertinent dans son écosystème. C'est des fournisseurs ou des clients qui attendent autre chose que ce qui est proposé en matière de RSE par la compagnie que je représente. C'est des financiers qui sont soumis eux-mêmes à des obligations de reporting supranationaux, de capital vis-à-vis des risques, etc. Et qui évidemment vont devoir faire tourner leur bilan. Concrètement, ça veut dire faire tourner des financements sur des activités qui vont être alignées avec les objectifs européens. La sanction, donc, elle passe qui par vous là. prêteront plus. Ou plus cher, ou qui auront des horizons temporels différents. Enfin voilà, le sujet de la RSE, quand on n'oublie pas qu'il y a un agenda politique, c'est un sujet systémique où chaque individu, entreprise, citoyenne contribue et participe, mais n'est pas indépendante d'un système qui peut choisir, et on le souhaite, d'aller dans une certaine direction avec certaines exigences. Vous avez dit que ça a été lancé il y a assez longtemps. On en est où dans l'agenda de la démarche et qu'est-ce qui arrive là bientôt ? Alors, on a eu beaucoup de choses en très peu de temps. Depuis, ça a commencé fort en 2018. On a eu en moyenne 1 voire 2 gros textes par an qui sont surtout des textes d'obligation de reporting, donc de la transparence dont je parlais, dont certains ont prouvé qu'ils sont d'application extrêmement compliqués. Voilà. Le texte dont je ne prononcerai pas le nom, mais qui consiste à démontrer à quel point j'ai des activités dites vertes, a prouvé que, il était extrêmement mal compris. Il est surtout pris comme une contrainte, alors que ça peut être un outil de pilotage stratégique, mais surtout il est d'une grande complexité de mise en œuvre, notamment pour des raisons de data. Et donc l'Europe, très consciente que avec les autres textes dont l'application entre en œuvre dès l'année prochaine pour les plus grandes entreprises, on a surtout besoin de faire pause, d'observer ce qui fonctionne pas. Tous ces textes sont avant tout des outils, donc il faut observer à quel point l'outil est pertinent, il est adapté, il a besoin d'être redessiné ou ajusté à la réalité concrète de l'accès à l'information, du niveau de connaissance des entreprises, de ces risques, etc. Et donc, il y a encore 1 ou 2 gros textes dans le pipe au niveau européen, notamment celui sur le devoir de vigilance et la chaîne de valeur. On a vu sortir il y a moins d'une semaine un projet de texte de lutte contre le greenwashing qui s'appelle Green Claims, qui est un complément très important de tous ces textes de transparence, parce que c'est bien beau d'avoir un discours sur la RSE, mais si dans la communication institutionnelle et commerciale, on dit des choses qui ne sont pas alignées avec la communication et la réalité de la stratégie RSE, il y a un problème de cohérence et évidemment de transparence. Donc, la météo du moment européenne, c'est avant tout de faire une pause et d'observer, d'ajuster les outils, même s'il y a encore 1 ou 2 textes à sortir. Et on a bien vu dernièrement que de toute façon, l'agenda européen, y compris politique, pas simplement réglementaire, il est quand même très influencé par ce qui se passe dans le monde. Le Covid a changé la donne sur un certain nombre d'orientations politiques, et évidemment la guerre en Ukraine aussi, et ça a des incidences sur les textes RSE, parce qu'on met fin à la globalisation à tout crin, on arrête les dépendances internationales, etc., etc. Et ça, évidemment, ça se reflète dans les stratégies RSE. Alors, vous dites qu'il y a pause. En même temps, vous venez de parler du Green Claim. Et là, il y a encore des trucs qu'on attend dans les prochains jours. Alors,
Au niveau texte directeur, non, parce que la fameuse directive sur le devoir de vigilance et les chaînes de valeur, elle est en cours de négociation politique. Le texte était extrêmement ambitieux, il a fait peur à beaucoup de gens, et à juste titre, je pense. Les négociations politiques sont en train de le raboter dans tous les sens. Ça va prendre énormément de temps, tous les pays, les États membres se mettent d'accord. Ils ambitionnent de faire atterrir le texte à la fin de l'année. C'est super ambitieux, ce sera peut-être l'année prochaine et du coup mise en œuvre pas avant 2025-2026. C'est important de suivre ce qui se passe parce que les débats sont des vrais débats qui ont des conséquences pour le quotidien des entreprises. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. L'immédiat, c'est ce dont il a été question dans la table ronde précédente, c'est les fameuses normes de reporting de la performance extra-financière, dont les premiers drafts ont été proposés par l'IFRAG, qui est le conseiller technique de la Commission européenne, laquelle est en train de formaliser les normes pour les adopter en juin de cette année. Là, on est sur du sectoriel. C'est quoi ces normes ? Non, ce sont des normes qui sont transsectorielles, parce que comme ça a été dit à juste titre juste avant, le sectoriel, ça c'est pertinent surtout pour la performance en fait. Et ces normes transversales, elles ont pour vocation à donner de la transparence sur la démarche. Parce que de la démarche, on va quand même dépendre pas mal de la performance. Voilà. Et donc la démarche, forcément par définition, elle est transverse à tous les secteurs. Et c'est ça qui sera d'application quasi immédiate une fois que les textes seront appliqués, adoptés par la Commission européenne cette année. Les normes sectorielles sont en train d'être cuisinées là. Et Frédéric, il participe sur certains secteurs. Mais l'EFRAG a publié d'ailleurs hier ou avant-hier un communiqué qui, pour ceux qui connaissent ce milieu-là, veut dire beaucoup. La Commission a demandé à l'EFRAG de ralentir le rythme de sortie des textes. D'abord parce qu'ils nous bombardent de consultations publiques sur des sujets très compliqués, dans des délais très courts, et que la Commission a demandé à ce que les observateurs aient plus de temps pour lire, digérer, commenter. Et a aussi insisté sur le fait qu'il est très important qu'on stabilise l'existant et qu'on accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de ces règles transsectorielles. Et que ce qui est absolument indispensable, c'est qu'au-delà des normes, il y ait des outils de compréhension et d'application des normes. Et c'est à ça que va s'atteler l'Europe dans les prochains mois, ce qui veut dire mécaniquement, parce qu'eux aussi ont des problèmes de ressources humaines, que ça décale le reste. Alors, vous êtes rassurante, mais à chaque fois, j'ai l'impression que j'ai des questions qui sont de nouveau inquiétantes. Alors, ma question suivante, c'était le fameux projet de normes sur les PME. Oui. Là, certains... Oui, beaucoup de gens sont concernés. Oui. Et alors ? Alors, celui-là, il est en cours de mijotage au niveau de l'EFRAG. Il fait partie de ce que la Commission demande à déprioriser parce que pour des bonnes raisons. Et donc, je pense que ça va décaler au moins d'un an. Là, il y a deux choses importantes à savoir sur ces normes spécifiques aux PME. D'abord, c'est que c'est un exercice par construction redoutablement compliqué. C'est une excellente... Du point de vue de la PME ou du point de vue de la Commission ? De la Commission et ensuite, évidemment, pour la PME. Parce que si les normes sont mal câblées et... le mot français m'échappe, mais proportionnel, ouais, voilà, proportionné. L'objectif de la norme propre à la PME sera raté, d'accord ? L'objectif d'une norme propre à la PME... Il ne faut pas que ce soit un enfer, en fait. Oui, mais en même temps, on ne peut pas faire abstraction du fait que beaucoup de PME font partie des chaînes de valeur de grands groupes qui, eux, sont soumis à des normes plus exigeantes. Et même si on a fait dans la table ronde précédente la distinction entre les outils de pilotage stratégique, les indicateurs qui servent à ma chaîne de valeur, etc., qui a différentes gradations de données, il n'empêche que, y compris pour du pilotage stratégique, on va avoir besoin de demander un certain nombre d'indicateurs à la chaîne de valeur qui pourront être plus exigeants. On peut imaginer, et c'est pas délirant, d'imaginer que ce serait plus exigeant que la norme proportionnée pour les PME. Et donc la vraie difficulté, c'est de trouver cette réalité d'équilibre entre la spécificité des PME,
liées à leurs ressources, à leur positionnement, diversité, etc. Et le fait qu'elles appartiennent à un écosystème, on est dans encore une fois, c'est un sujet systémique, et qu'une partie de la pression pourrait redescendre. Et ça, c'est difficile à concrétiser dans une norme et ce sera encore plus difficile à mettre en œuvre concrètement dans la réalité pratique. Je pense que l'équilibre se trouvera dans une disposition des normes transversales qui sont en cours d'adoption, qui donnent un délai supplémentaire de 3 ans sur tous les indicateurs liés à la chaîne de valeur. Et ça a été pensé et rajouté au dernier moment dans les normes, pour donner de la respiration et du temps de calage entre grandes et petites et moyennes entreprises sur quel est le bon niveau d'information à fournir pour chacun. 5e et dernière question. Quel est votre message aujourd'hui aux dirigeants d'entreprise ? Je reprendrai quelque chose qui a été dit dans la table ronde précédente. Il ne faut pas se tromper de lecture des enjeux sur le sujet RSE de manière générale et sur toutes les obligations, ce qu'on perçoit comme étant des obligations qui découlent de la réglementation et des initiatives européennes. Ce n'est pas un exercice de conformité. C'est tout sauf ça. C'est avant tout un mécanisme d'incitation à la réflexion stratégique, à la prise en compte de nouveaux risques et opportunités. C'est comment accompagner les équipes de direction au sein de l'économie européenne à s'approprier ces nouveaux enjeux, à l'intégrer dans tous les compartiments de la stratégie et à en faire un avantage pour l'avenir. Ça n'a rien à voir avec de la conformité. Et c'est un des arguments dans le recrutement, c'est que quand on fait de la réglementation, en fait, on fait beaucoup plus que ça. Après, ça dépend de la couleur de peinture qu'on veut mettre sur le sujet, mais ce serait vraiment une erreur, d'abord très pénible à mettre en œuvre au quotidien, mais surtout, les entreprises passeraient à côté du vrai sujet. On ne parle pas de conformité, on parle de performance et de pertinence stratégique. Au bout du compte, la question qui est vraiment posée, et ce vers quoi nous emmène l'Europe, c'est une redéfinition de la valeur. Il n'y a pas que la valeur financière qui compte, mais quels autres types de valeurs ? Comment elle est créée et qu'est-ce qu'il faut déconstruire ou détruire ou consommer comme autre type de valeur pour créer cette nouvelle valeur et comment je la partage. Si ça, c'est pas de la stratégie et vraiment pas de la conformité, il faut que je change de métier. Merci beaucoup, Maud. Avec plaisir. Bravo d'avoir réussi à nous parler de l'Europe sans acronyme et j'ai tout compris. Voilà, donc... merci à tous nos intervenants pour cette belle matinée. Alors, comme je vous l'ai promis, il est à peu près 10h30. Ceux qui doivent filer peuvent filer, bien sûr. Ceux qui ont envie de s'amuser une demi-heure de plus, on vous propose un petit moment de speed dating, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, je vous explique en 2 mots. C'est très simple, d'abord. Si vous souhaitez participer, en sortant, une charmante hôtesse vous tend une petite corbeille, vous tirez un numéro, le numéro vous affecte à une table. Vous serez 4 ou 5 par table, vous pouvez échanger, vous aurez 8 minutes clés en main pour échanger vos coordonnées, vos cartes de visite, prendre date pour une nouvelle rencontre, nous dire sur un bout de papier, on a trouvé que c'était une question à vous lancer, voilà, quel est le sujet que vous souhaitez voir creuser la prochaine fois dans ce domaine-là, évidemment, enfin voilà, pour aller plus loin, quel est votre prochain domaine de réflexion. Vous êtes réunis pour 8 minutes, si vous avez envie de rejouer après, vous pouvez rejouer, on a à peu près une demi-heure, 3 fois 8 minutes, avec le temps du café, voilà, il y aura 3 petites séances, 3 petites sessions. Et sinon, bien sûr, je vous donne rendez-vous au café avec les intervenants et tout le monde. Merci à vous tous.